Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais te parler d'une œuvre un peu particulière qui fait suite à l'épisode précédent sur le film Big Boss de Bruce Lee. Au-delà des arts martiaux, cette œuvre explore des thématiques plus universelles comme le racisme, le colonialisme, mais aussi l'amour et le renoncement. Ce film marque encore les esprits plus de 50 ans après sa sortie. C'est un film où chaque coup de poing raconte quelque chose de plus grand que le combat lui-même. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car nous allons ensemble explorer cette œuvre majeure du cinéma hongkongais. Tu l'auras très certainement deviné, aujourd'hui, je vais te parler de La Fureur de vaincre. En 1971, le film Big Boss, le premier vrai film de Bruce Lee, est un raz-de-marée. Personne ne s'y attendait. L'acteur devient une star quasi instantanément à Hong Kong et en Asie, mais derrière ce succès fulgurant, il y a une frustration profonde. En effet, Bruce est célèbre, mais il n'est pas encore tout à fait libre. Les studios veulent reproduire la formule, à savoir même structure, même type de personnage, même violence frontale. Alors Bruce, il accepte de tourner un deuxième film, mais avec une idée très claire en tête, Il ne fera pas un simple copier-coller. Il veut un film plus dense, plus engagé, plus personnel. La Fureur de vaincre va devenir ce film. Officiellement, le film est réalisé par Lo Wei. Mais très vite sur le plateau, Bruce prend de plus en plus d'initiatives. Il modifie les chorégraphies, il corrige les placements des acteurs, il impose un rythme différent. Alors je vais te partager une anecdote importante. Plusieurs membres de l'équipe raconte que Bruce Lee dirigeait les scènes de combat dans les moindres détails, un peu comme s'il préparait déjà ses futurs films. Lo Wei, il laisse faire parce que il sait que le public vient pour Bruce. Et à ce moment-là, il cesse d'être uniquement un acteur, il atteint le rang d'artiste martial. Le film se déroule au début du XXe siècle, autour des années 1910 à Shanghai, dans une Chine profondément affaiblie. À cette époque, le pays n'est plus vraiment maître de son destin. En effet, depuis les guerres d'opium, la Chine subit des défaites militaires face aux puissances occidentales, mais aussi des traités commerciaux inégaux avec ces dernières. Et comble de l'humiliation, des concessions étrangères s'installent en plein cœur de ces grandes villes. Les lois ne sont pas les mêmes selon l'endroit où l'on se trouve. Un Chinois peut être humilié, frappé, voire tué dans certaines zones sans aucun recours possible. C'est donc dans ce contexte qu'apparaît cette phrase terrible du film, je t'en parlerai plus tard, la fameuse phrase « malade de l'Asie orientale ». Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit aparté et te parler du personnage autour duquel tourne l'intrigue. C'est en quelque sorte le fil rouge du film, Maître Huo. Huo Yuanjia n'est jamais vraiment présent dans La Fureur de vaincre, et pourtant, il est au cœur de l'intrigue. C'est le maître fondateur de l'école Jingwu. Il incarne une voie martiale basée sur la dignité, la retenue et la transmission. À une époque où la Chine est humiliée, Huo Yuanjia comprend que la force seule ne suffit pas. Il faut redonner confiance à un peuple. Ancien combattant devenu sage, il transforme la pratique martiale en outil d'élévation collective. Il n'enseigne pas la haine, mais la droiture, pas la domination, mais le respect. Il faut savoir qu'à cette époque, les arts martiaux ne sont pas seulement une pratique physique, ils deviennent aussi une réponse identitaire. Des figures donc comme Huo Yuanjia, qui a vraiment existé, comprennent que le combat n'est pas seulement individuel, mais il est aussi culturel, moral, psychologique, et que cette renaissance se heurte à une réalité brutale. La domination étrangère, elle est bien réelle, elle est armée et elle est organisée. La mort du maître dans le film marque la disparition d'un équilibre et laisse place à une question centrale dans ce film. Que reste-t-il quand la sagesse s'éteint ? Shenzhen, incarné par Bruce Lee, apparaît alors comme l'opposé de son maître, un petit peu, si tu veux, comme le yin et le yang. Là où Huo construisait, Shenzhen frappe. Là où l'un apaisait, l'autre explose. Mais tous deux partagent la même racine, défendre la dignité sans jamais renoncer à l'honneur. Huo Yuanjia ne combat pas à l'écran, mais son esprit guide chaque geste. Il est la voie que Shenzhen n'a pas le temps d'emprunter et celle que le spectateur est invité à méditer. Puis arrive l'une des scènes les plus emblématiques du film, je t'en parlais un petit peu plus tôt, celle de la pancarte « Malade de l'Asie orientale ». Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène.
Nous sommes donc au début du film, aux obsèques de Maître Hugo. La cérémonie se déroule dans son école. Il y a toutes les autres écoles de la ville qui sont présentes afin de lui rendre un dernier hommage. L'atmosphère est lourde, solennelle. Le silence est celui du respect. Et soudain, des Japonais apparaissent. Ils arrivent avec arrogance. Ils haranguent la foule, ils provoquent, ils cherchent la bagarre. Puis ils tendent cette pancarte comme un soi-disant cadeau. Alors ce n'est pas un cadeau, c'est plutôt une humiliation. Un geste qui est calculé, qui est destiné à écraser moralement tous ceux qui tiennent là, à leur rappeler la place qu'on leur assigne. Et il faut le dire clairement, ce n'est pas une insulte qui a été inventée pour le cinéma. Malade de l'Asie orientale était une expression qui était vraiment utilisée à l'époque pour désigner les Chinois. On les décrivait comme faibles, comme décadents, comme incapables de se défendre. Ce mot-là portait tout le poids du mépris colonial. Un peu plus tard dans le film, il y a une autre pancarte qui apparaît, qui est tout aussi violente, qui est limite encore plus glaçante. On y voit Bruce Lee seul, debout devant l'entrée d'un parc en fait qu'il voulait tout simplement traverser. Et il y a un agent qui l'arrête. L'agent lui montre un panneau sur lequel il est écrit « Interdit aux chiens et aux Chinois ». Et là, tu vois, à cet instant, il y a quelque chose qui bascule. Bruce Lee, là de tant d'humiliation, là de ces mots plantés comme des coups, il ne parle pas, il ronge son frein, il agit. Et dans un geste fulgurant, presque instinctif, il bondit dans les airs, il explose la pancarte d'un coup de pied. Ce n'est pas un acte de violence gratuite, c'est un acte hautement symbolique. Il frappe une idée, il détruit un message. Et à cet instant précis, La Fureur de vaincre cesse d'être uniquement un film d'arts martiaux, il devient un cri silencieux, un refus net de l'humiliation, une affirmation de dignité. Et là, Bruce fait un choix narratif très fort. Shenzhen se révolte, il agit seul, il règle ses comptes avec l'histoire, avec l'humiliation, avec le monde. Il y a quand même quelque chose d'important à savoir. La présence japonaise dans le film renvoie à une réalité historique lourde. Les relations sino-japonaises sont déjà marquées par des tensions profondes qui culmineront plus tard avec les guerres et les occupations. Mais là encore, le film fait un choix intelligent, il ne diabolise pas un peuple, il critique une attitude de domination. C'est une nuance très importante et qui est pourtant très moderne pour l'époque. Quand Shenzhen, il entre dans le dojo japonais, il ne crie pas, il ne provoque pas inutilement, mais il se bat avec énormément de vigueur. Il faut comprendre une chose essentielle. Bruce Lee voulait que les arts martiaux japonais soient montrés avec respect. Le karaté n'est pas l'ennemi, le judo n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est l'arrogance, la domination, l'humiliation. Il combat une idéologie. Il ne combat pas contre une culture, il ne combat pas contre un peuple. C'est pour cela que le combat est propre, précis et lisible. Bruce Lee gagne sans ridiculiser l'art martial adverse. Je vais te partager une autre petite anecdote assez cocasse. Sur le tournage, certaines scènes posent un vrai problème technique, car les coups de Bruce Lee, ils vont beaucoup trop vite pour la caméra. Il faut savoir qu'à l'époque, la pellicule était de 24 images par seconde. Et ben, on n'arrivait même pas à suivre ses gestes. Résultat, certaines séquences ont dû être ralenties volontairement. Alors, il y en a qui n'y croient pas, et pourtant, c'est pas une légende. Les techniciens présents sur le plateau l'ont vraiment confirmé. Et ce détail, il change complètement la lecture du film, parce qu'on ne regarde plus un acteur qui mime, qui fait semblant de faire quelque chose. On voit plutôt un vrai pratiquant d'arts martiaux, qui est contraint de ralentir son corps pour le cinéma. Tu vois, au milieu de la colère, des humiliations et des combats, La Fureur de vaincre ménage un espace qui est plus silencieux, un espace qui est un peu plus fragile, celui de la romance. La relation entre Shenzhen et sa fiancée, qui est interprétée par la jolie Nora Miao, n'est jamais mise en avant de façon appuyée. Il n'y a pas de grandes déclarations, il n'y a pas de promesses théâtrales. Tout se joue dans les regards, dans les silences, dans ce qui n'est pas dit. Nora Miao incarne une femme lucide. Elle aime Shenzhen profondément, mais elle comprend aussi que l'homme qu'elle aime est déjà engagé sur notre voie. Une voie qui ne laisse que peu de place au bonheur personnel, et elle ne cherche pas à le détourner de son combat. Elle tente seulement de le retenir encore un petit peu, de lui rappeler qu'il existe autre chose que la colère et la vengeance, une vie possible, plus simple, plus douce, et à travers elle, le film nous montre ce que Shenzhen pourrait devenir s'il choisissait l'apaisement. Elle est la paix, il est la tempête. Et c'est précisément cette opposition qui rend leur relation si touchante. Chaque scène entre eux est comme une respiration, comme un instant suspendu dans le temps avant que la fureur ne reprenne ses droits.
Quand Shenzhen s'éloigne, ce n'est pas par indifférence, c'est pas qu'il ne l'aime plus, c'est parce qu'il sait que sa voie mène ailleurs, qu'elle mène au sacrifice. La romance n'adoucit pas le film, mais elle le rend plus tragique, parce qu'elle nous rappelle que Shenzhen ne perd pas seulement la vie, il renonce aussi à l'amour, à la possibilité d'un avenir paisible. Et dans ce renoncement silencieux, la fureur de vaincre nous murmure une vérité simple et douloureuse. Chaque choix a un prix, et certaines voies, aussi justes soient-elles, demandent de tout laisser derrière soi. À sa sortie en 1972, La Fureur de vaincre n'est pas simplement un succès, c'est une véritable déflagration. Le film réalise environ 3,2 millions de dollars hongkongais au box-office, soit 3 fois plus que ce que n'a coûté sa réalisation. Un chiffre énorme quand on sait que le film n'a à ses débuts été projeté que dans le circuit hongkongais. Mais au-delà des chiffres, c'est aussi la durée qui impressionne. Le film reste des mois à l'affiche, les salles sont pleines, le public revient encore et encore. Très vite, le succès dépasse Hong Kong. Le film circule dans toute l'Asie, en Taïwan, Corée, Asie du Sud-Est, puis il arrive en Europe, où il devient un film culte avant même d'être pleinement compris, à tel point qu'il rivalise et parfois dépasse Big Boss, pourtant déjà considéré comme un phénomène. Bruce Lee n'est pas seulement une star locale, il devient un symbole international, un Chinois qui ne s'excuse plus d'être chinois, une présence qui impose le respect. Et surtout, ce succès change tout pour lui. Pour la première fois, les producteurs comprennent que Bruce Lee n'est pas interchangeable, qu'il n'est pas juste un acteur rapide et charismatique, mais qu'il est la raison même pour laquelle les spectateurs viennent dans les salles. Résultat, Bruce Lee obtient enfin ce qu'il cherchait depuis le début, le contrôle créatif total. Il peut choisir, il peut écrire, il peut chorégraphier, il peut décider du ton, du rythme, du sens. Et c'est d'ailleurs cette liberté nouvelle qui lui permettra de réaliser plus tard La Fureur du Dragon, un film encore plus personnel, encore plus maîtrisé, où Bruce Lee ne se contente plus d'incarner un message, il le façonne entièrement. Je ferai bien évidemment un épisode sur ce chef-d'œuvre. La Fureur de vaincre marque donc un point de non-retour. Le moment précis où Bruce cesse d'être un acteur dirigé pour devenir un auteur martial à part entière, et peut-être est-ce là sa plus grande victoire. Comme à mon habitude, je vais terminer cet épisode par une petite citation philosophique qui vient de Bruce Lee lui-même et qui dit ceci. La connaissance de soi implique une relation avec soi-même qui dépasse toute victoire extérieure. Dans la voie martiale, cette phrase nous rappelle une chose qui est essentielle. Gagner un combat ne signifie pas forcément être le meilleur. La victoire extérieure est visible, elle se mesure, elle rassure l'ego, mais la relation que l'on entretient avec soi-même, elle est silencieuse. Elle ne cherche ni applaudissements ni reconnaissance. Elle se construit dans les moments où personne ne regarde, quand il n'y a ni adversaire, ni public, ni récompense. Se connaître, ce n'est pas savoir jusqu'où l'on peut frapper, mais c'est savoir jusqu'où l'on accepte d'aller et surtout jusqu'où l'on refuse d'aller. Dans La Fureur de vaincre, Shenzhen gagne ses combats, mais le film nous montre aussi le prix de ses victoires. La solitude, la perte, le renoncement. Et c'est là que la phrase de Bruce Lee prend tout son sens, parce que la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai vaincu l'autre, mais c'est plutôt est-ce que je suis resté fidèle à ce que je suis. Car lorsque la relation avec soi-même est juste, la victoire devient quelque chose de secondaire, et même la défaite, quelque part, peut devenir un enseignement. La voie martiale ne promet pas le triomphe, elle invite à être aligné à ses valeurs, à être aligné avec qui l'on est. Et parfois, rester aligné demande plus de courage que gagner 1000 combats. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Et si tu aimes le développement personnel, eh bien rejoins-moi sur Patreon. J'y poste un épisode par mois, vraiment axé développement personnel. Et j'espère que ça t'aidera à avancer au quotidien. En attendant, j'y poste un épisode par mois qui, j'espère, t'aidera à avancer dans ton quotidien. En attendant, n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.